Masechet Shabbat Daf Memchet. On va commencer par Mem Zayin Amud Bet, le début du Perek Bameh Tomnin, qui est le 4e chapitre de Masechet Shabbat. De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il dans ce Perek? On va parler essentiellement de Hatmana. Qu'est-ce que c'est que Hatmana? Chachamim ont interdit d'envelopper une marmite pour entretenir la chaleur. Alors il y a deux objectifs possibles. Soit augmenter la chaleur d'un plat, soit juste le maintenir chaud, sans vouloir forcément augmenter la chaleur. Mais on voudrait que le plat ne soit pas froid. Alors, il y a deux matériaux. Il y a des matériaux qui, chimiquement, intensifient la chaleur. Comme par exemple le sel. Si on prend du sel et on met sur du saumon, eh bien on aura un saumon mariné cuit. Il y a une chaleur chimique qui se dégage du sel. Si je prends une marmite chaude et je l'entoure et je l'enveloppe de sel, eh bien elle va rester chaud. Pas seulement elle va rester chaud longtemps, mais même ça va intensifier la chaleur. Akadosh Baruch Hu a créé des matériaux qui sont chauds de nature. Et on verra qu'il n'y a pas que le sel, il y a d'autres éléments qui lui ressemblent, qui augmentent la chaleur. Et parfois, l'homme ne recherche pas forcément cet objectif d'augmenter la chaleur, mais juste d'entretenir la chaleur existante, que ça ne refroidit pas trop rapidement. Par exemple, si je prends une couverture et j'enveloppe la marmite avec, ça ne va pas rajouter de la chaleur, ça va juste la maintenir chaude. Quel est le din par rapport au Shabbat? Minatora, évidemment qu'il n'y a aucun problème par rapport à la Hatmana. Mais les Chachamim vont interdire la Hatmana et on va voir que dans certains cas, ils interdisent que la Hatmana Bedavar Amosif Haval, c'est-à-dire une Hatmana en vue de rajouter, d'augmenter la chaleur, et parfois ils interdisent que ils interdisent même la Hatmana Bedavar Amosif Haval. Alors on explique directement. Si c'est avant Shabbat, on a le droit de faire Hatmana Bedavar chez Eno Mosif Haval. Avant Shabbat, tu peux prendre ta marmite et l'envelopper avec une couverture. Parce que la couverture, elle ne rajoute pas de la chaleur. Alors c'est permis avant Shabbat. Tandis que si tu l'as enveloppé, tu l'as enfoui, Bedavar Amosif Haval, eh bien dans ce cas-là, c'est interdit pas seulement pendant Shabbat, même avant Shabbat. Mais l'atmana, bedavar she'eino mosif haval, c'est-à-dire enveloppé avec une couverture qui ne rajoute pas de la chaleur, mais juste maintient la chaleur existante. Bien que ce soit permis avant Shabbat, mais c'est assour pendant Shabbat. Si j'avais une marmite qui n'était pas enveloppée du tout, et pendant Shabbat, j'ai décidé de l'envelopper, assour. Et là, il n'y a aucune distinction. Pendant Shabbat, même si c'est avec une couverture qui ne rajoute pas de la chaleur, c'est assour d'envelopper la marmite. Pour quelle raison? Alors écoutez, les raisons sont différentes et c'est pour cela que l'application est différente. La raison pour laquelle on interdit Hatmana Bedavar Amosif Haval, on interdit d'envelopper dans un matériau qui rajoute de la chaleur. Ça, c'est assour même avant Shabbat. Pourquoi? De peur qu'il enfouit et qu'il enveloppe dans du remetz. Remetz, c'est-à-dire du charbon chaud, où il y a à l'intérieur des gechalim, des braises. Et alors, quel est le problème? Le problème, c'est que si pendant Shabbat, il s'aperçoit que ce n'est pas suffisamment chaud, il peut venir à attiser le feu, à remuer les braises.
C'est pour cela que Chachamim ont interdit Hatmana, Bedavar, Amosif Haval, Va Afilu Lifne Shabbat. Et pourquoi même avant Shabbat c'est assour? Parce que même avant Shabbat c'est assour de mettre dans des braises. Car il pourra, pendant Shabbat, remuer ces braises pour attiser le feu. Donc c'est clair, Atmana Bedabar Amosif Haval, interdite même avant Shabbat, à plus forte raison pendant Shabbat. Tandis que Atmana Bedabar chez Eno Mosif Haval, ça c'est interdit que pendant Shabbat, mais c'est permis avant Shabbat. Pourquoi c'est interdit pendant Shabbat? Quel est le problème de prendre une marmite chaude et de l'envelopper d'une couverture pendant Shabbat? C'est que Chachamim ont fait une analyse psychologique de l'homme. Ils ont dit, si cet homme est intéressé par la chaleur de ce plat, s'il va constater que le plat est froid, il risque d'aller le réchauffer pendant Shabbat. Par oubli. Parce qu'il a tellement envie de manger chaud qu'il se dit, eh bien, je vais aller réchauffer. Et il peut oublier que c'est Shabbat. C'est pour cela que Chachamim m'ont dit, pendant Shabbat, tu n'enfouis pas du tout. Tu t'occupes pas de la chaleur. Ni Bedavar Mosif Haval, ni Bedavar She'eno Mosif Haval. Tandis qu'avant Shabbat, il n'y a aucun problème d'envelopper dans une couverture. Ma'abaya. Davar She'eno Mosif Haval, quel est le risque? Zéro. Puisqu'il n'y a aucun risque, B'chavod. Alors maintenant, la Mishnah va commencer par quoi? Par énumérer les matériaux qui rentrent dans la catégorie de Mosif Haval, des éléments qui rajoutent de la chaleur, ce qui est interdit même avant Shabbat. Et ensuite, elle va nous dresser une autre liste des matériaux qui ne sont pas Mosif Haval, que dans certains cas. Dans cette Mishnah, on va nous enseigner dans la première liste 5 matériaux qui rajoutent de la chaleur, qu'ils soient humides ou secs. Dans tous les cas de figure, ils ont cette faculté à augmenter la chaleur du plat. Et dans la deuxième partie de la Mishnah, on a 4 matériaux qui rajoutent de la chaleur que s'ils sont humides. Mais s'ils sont secs, alors ils ne sont pas Mosif Haval. Ils sont juste Ma'amid Haval. Haval, ça veut dire la chaleur. Mosif Haval, il rajoute de la chaleur. Mais si ces éléments sont secs, ils ne rajoutent pas de la chaleur, juste ils la maintiennent. Et donc, comme j'ai dit, ces matériaux qui ne rajoutent pas de la chaleur, on peut les utiliser avant Shabbat pour envelopper la marmite, mais pas pendant Shabbat. Voilà donc, vous avez l'introduction nécessaire pour comprendre le traitement de notre étude Be'ezrat Hashem. Lisons la Mishnah. Bame tomnin ou bame en tomnin. Quels sont les matériaux qu'on peut utiliser pour la hatmana d'un plat et lesquels ne sont pas utilisables? En tomnin, lo begefet, velo bezevel, lo bemelach, velo besid, velo bechol, ben lachin, ben yeveshin. Alors, on n'a pas le droit d'être tomen ni dans gefet, 1, zevel, 2, melach, 3, sid, c'est du plâtre, velo bechol, et ni du sable. Alors on va traduire les 4 derniers qui sont les plus faciles à traduire, et après gefet. Zevel, c'est de l'engrais, c'est du fumier, des déchetteries. Mais zevel, c'est avec quoi on aimait Zabel le champ, c'est de l'engrais. Melach, le sel. Sid, la chaux, le plâtre. Hol, le sable. Alors, tous ces éléments, qui soient humides ou secs, c'est assour, parce qu'ils sont Mosif Haval. Et également le gefet, c'était le premier en liste. Gefet, c'est quoi? Gefet, on l'a déjà vu, c'est
le reste du pressoir d'olives. Lorsqu'on va presser les olives, eh bien, il nous reste à la fin des résidus, des déchets, des noyaux d'olive avec des pellicules. Cela, c'est très chaud. C'est naturellement chaud. Et quand on met une marmite à l'intérieur qui est chaude, alors ça va être Mosif Haval. Ça va rajouter de la chaleur. Voilà donc. La Mishnah nous dit après, dans la deuxième liste, Velo beteven. Faut pas dans la paille. Velo bezagin. Zagin, c'est les peaux de raisin après les avoir pressés. Dans le pressoir de raisin, pour fabriquer du vin, il nous reste des déchets. Ces résidus, où on a dedans des peaux de raisin, eh bien, on verra tout de suite quelle est leur nature. La nature, elle est que tant que c'est humide, c'est frais, eh bien, c'est Mosif Haval. Quand c'est sec, ce n'est plus Mosif Haval. Mochin. Mochin, c'est des déchets de tissu. C'est-à-dire, par exemple, des fibres de laine, de lin, des vêtements usés, des lambeaux, du coton, de la laine. Tout cela, tout ce qui est déchets de textile, ça s'appelle mochin. Velo be'asabin, également de l'herbe. Bisman she'em lachim. Ces quatre derniers sont interdits en tant que Mosif Haval et interdits veille de Shabbat quand ils sont humides. Aval tomnin bahem kshem yeveshim. Ces quatre derniers, on peut envelopper la marmite avant Shabbat s'ils sont secs. Alors répétons les quatre derniers. Teven, la paille. Zagin, résidus de raisin. Mochin, les tissus. Asabin, l'herbe. Tous ceux-là sont interdits que s'ils sont mouillés. Mais ils sont permis s'ils sont secs. Évidemment, on parle d'avant Shabbat. Car pendant Shabbat, même si c'est sec, c'est assourd. La Gemara entame l'étude par la question suivante. Ibaya lehu, gefet shel zetim tnan, aval de shum shemin shapir dami, odinma de shum shemin tnan, vechol sheken de zetim. La Gemara s'interroge à savoir, est-ce que gefet, qui veut dire le reste du pressoir d'huile. Quand on fabrique de l'huile, on peut fabriquer soit avec des olives, soit shemen shum shemin, de l'huile de sésame, d'ailleurs de toutes sortes de grains, mais principalement ce qui était utilisé à l'époque, c'était les olives et les sésames, pour en extraire l'huile. Ça s'appelle gefet. Alors il y a gefet chez le zetim et il y a gefet chez le shum shemin. Lorsque la Mishnah nous a dit que en tomnin, on n'a pas le droit d'être tomen dans le gefet, dans le reste, dans les déchets du pressoir. On parle de pressoir d'olive ou pressoir de shum shemin, de sésame, car les déchets de sésame, c'est aussi chaud. Mais est-ce que c'est suffisamment chaud pour dire que assourd d'envelopper? Est-ce que c'est Mosif Haval? Je répète les mots. Ibaya leu, gefet shel zetim tnan, aval de shum shemin shapir dami. Est-ce que l'interdiction de la Mishnah, c'est que par rapport à gefet shel zetim, mais gefet shel shum shemin, c'est bon, c'est super, c'est kasher. Odilma, ou peut-être des shum shemin tenan. La Mishnah elle parle principalement du gefet shel shum shemin, de sésame. Chol sheken des etim. Et à plus forte raison, le gefet
d'olive. Il va sans dire. Pour répondre à cette question, Tashma, d'Amar Rabbi Zera, Mishum Hadeve Rabbi Yanaï. Rabbi Zera nous a enseigné au nom d'un Talmid Chacham du Bet HaMidrash de Rabbi Yanaï. Kupa, chez Tamanba, Asur le'aniha al gefet shel zetim. Shma mina shel zetim tnan. De quel halakha il a voulu déduire la solution au problème? Il lui a dit, on a appris une halakha qui est la suivante. Si j'ai une coupa, imaginez-vous une caisse, en carton ou en bois, une caisse, coupa. Dans ce caisson, il y avait par exemple de la laine. J'ai enfoui ma marmite dans cette laine. Est-ce que c'est moutard avant Shabbat? Réponse oui. Maintenant, écoutez le chidouche, c'est que cette caisse, je n'ai pas le droit de la déposer sur Gefet Shel Zetim. Si j'ai des déchets du pressoir d'olive, j'ai un monticule de Gefet Shel Zetim, je n'ai pas le droit de déposer ma caisse, où il y a dedans ma marmite enveloppée de tissu, sur le Gefet Shel Zetim. Pourquoi? Car le Gefet Shel Zetim, on l'a déjà dit, c'est Mossif Aval, ça rajoute de la chaleur, c'est très chaud. Alors tu vois clairement que quand on dit Gefet, c'est Gefet Shel Zetim, et c'est cette Atmana qu'on a interdit. On a interdit quelle Atmana dans Gefet Shel Zetim? La Atmana d'une marmite chaude avant Shabbat. Est-ce que c'est une preuve? Est-ce que c'est une réaïa par rapport à notre question? C'était quoi le problème? Est-ce que la Mishnah, quand elle a dit Gefet, elle fait allusion à Gefet Shel Shum Shemin et à plus forte raison Gefet Shel Zetim? Les deux sont interdits pour la Atmana. Ou bien, elle n'a voulu interdire que Gefet Shel Zetim, parce que c'est très chaud. Mais Gefet Shel Shum Shemin, ce serait éventuellement Moutar. Par rapport à ce Safek de l'Agmara, on a voulu déduire du fait que Rabbi Yanaï a enseigné qu'on n'a pas le droit de prendre une caisse où il y a dedans une marmite enveloppée de tissu et la déposer sur Gefet Shel Zetim. Donc tu vois qu'en effet, ce qu'on interdit, c'est uniquement Hatmana, Begefet Shel Zetim. Mais si c'est Gefet Shel Shum Shemin, ce serait permis parce que ça ne rajoute pas de la chaleur, ça l'entretient seulement. Alors la Gemara réfute cette preuve. Elle dit Le'olam imalach le'inyan hatmana de shum shemin name asur. Je passe au daf memchet. Asuke havla des etim maske havla des shum shemin lo maske havla. Ici, on a parlé d'un cas très précis. On n'a pas parlé de quelqu'un qui a enveloppé sa marmite directement dans le Gefet. Non. On parlait de quelqu'un qui a rempli une caisse avec du tissu. Il a mis dedans, à l'intérieur du tissu, sa marmite. Ça, c'est permis. Ensuite, il a pris tout ça. Il a pris cette caisse, il a déposé sur du Gefet. On a dit que ça, c'est interdit aussi. Alors de là, on avait voulu déduire que la Atmana interdite dans Gefet, c'est que Gefet Shel Zetim. La Gemara dit c'est faux, pas vrai. Pourquoi? Car là-bas, on n'a pas mis la marmite à l'intérieur du Gefet Shel Zetim, on l'a mis au-dessus. Alors là, c'est fort possible que c'est seulement les Zetim qui ont une telle chaleur à pouvoir monter et pénétrer même le caisson qui est au-dessus. Et c'est pour ça que c'est interdit. Car il y a une addition, un cumul de deux éléments. Premier facteur, c'est que la marmite, elle est enveloppée de tissu. Ça ne suffit pas pour interdire. Deuxième facteur, c'est qu'il y a de la chaleur qui monte
des résidus d'olive, du gefet shel zetim. Ça veut dire que on a associé les deux pour interdire. Ça, c'est un grand chidouche qui n'est applicable qu'au gefet shel zetim. Par contre, les shum shemin n'ont pas assez de chaleur pour monter jusqu'en haut et pénétrer le caisson. Béhémet, ce serait moutard de déposer la caisse sur des résidus de la pression des shum shemin. Ça, c'est permis. Mais il est fort possible que si tu enveloppes ta marmite directement avec du gefet shel shum shemin, ça, Béhémet, c'est assour. Autant que zetim. Et quand la Mishnah nous a dit en tomnin be gefet, elle a fait allusion aux deux gefet, aussi bien shum shemin comme shel zetim. Par contre, si tu es dans un cas atypique qu'on vient de décrire, à savoir que tu mets ça dans une caisse et la caisse au-dessus, tatati, tatata, la béhémet, c'est uniquement les étimes qui sont interdits, mais pas les... Comment on appelle ça? Les shum shemin. Hazak. Alors maintenant, les amis, juste à quoi je pensais, au chidouche des rishonim qui disent que de là on déduit qu'on n'a pas le droit de recouvrir les marmites avec une couverture s'il y a une source de chaleur en dessous. Par exemple, la plata. Vous mettez une marmite dessus. Est-ce que vous avez le droit de recouvrir ensuite avec une couverture? La couverture toute seule, sans la plata, c'est permis. La plata sans la couverture, c'est permis. Mais est-ce qu'on a le droit d'associer les deux? Eh bien, il y a des rishonim, et dans le Shulchan Aruch c'est cité, que assour, car à cause du feu qui est en bas, la hatmana avec la couverture, elle devient mosif haval. Ça rajoute de la chaleur. Et c'est déduisible d'ici. On vient de voir que si tu as mis ta marmite dans un caisson où il y a dedans du tissu, c'est permis, car le tissu ne rajoute pas de la chaleur. Mais si tu déposes cela sur une source de chaleur telle que gefet, ça devient interdit. Si tu avais pris la marmite, tu l'as déposée simplement sur le gefet, c'est permis. Tu n'as pas enveloppé. Si tu prends la marmite, tu la mets dans le tissu, c'est permis, même si tu l'as enveloppé, parce que c'est pas mosif aval. Mais le cumul des deux, on vient de voir que c'est assour. À ce titre-là, il y a lieu d'interdire une couverture au-dessus d'une marmite qui est sur une plata. Mais malgré tout, il y a des rabbanim qui sont mekilim, comme Rabbi Shalom Messas, qui dit que pas tous les rishonim pensent comme ça, et par conséquent, dans les pays où ils avaient l'habitude de mettre une couverture sur les marmites, ils peuvent continuer de le faire. Mais celui qui veut être marmire ne fait pas ça, ou bien il ne recouvre pas totalement les parois de la marmite par en dessous, juste au-dessus, ou bien, même ça c'est pas évident, parce que ça s'appelle Hatmana bemiktsat Shema Hatmana, là aussi c'est une marloquette, et on peut aujourd'hui avoir des choses qui sont éloignées des parois de la marmite. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille dans le Shulchan Aruch, c'est de mettre une planche et des couvertures au-dessus, de manière à ce que ça ne touche pas directement les parois de la marmite. Voilà, c'était une parenthèse. Maintenant, la Gemara va nous raconter une histoire. Deuxième ligne. Rabba ve Rabbi Zera, ikle'u le beresh galuta. Un jour, Rabba et Rabbi Zera ont passé Shabbat dans la maison du Resh Galuta, du président de la communauté babylonienne. Hazyu alehu avda, ils ont vu un homme de service, des Anahkuza de Maya, à Puma de Kumkuma, qui a déposé une cruche d'eau froide sur le Kumkum. Nazhe Rabba. Rabba l'a grondé.
Amarlo Rabbi Zera, Maishna mi mecham al gabe mecham. Rabbi Zera a dit à Rabba, mais pourquoi est-ce que tu lui interdis? Pourtant, mecham al gabe mecham, on avait vu que c'était permis. Regardez ce que dit Rashi, 4e ligne. Des Tania Babraïta Besof Pirkin, des charrets. Alors, si c'est permis, Mecham al Gabe Mecham, pourquoi tu lui interdis de mettre la cruche sur le kumkum? Amarle, Hatam ou Kume Kamokim, Hacha ou Lode Kamolid. Là-bas, dans le Mecham al Gabe Mecham, juste il maintient la chaleur existante. Tandis qu'ici, il est molide de la chaleur. Rashi. Petite ligne de Rashi. Hatam ukume mokim, chez mecham ha'elyon, gambo yeshmaim chamim, ve'atarton eno ela marmit chumo shelo yafig. Dans mecham al gabe mecham, il y a de l'eau chaude dans le keli supérieur. Alors quand tu le mets sur le keli inférieur, c'est juste pour maintenir la chaleur existante. Par contre, dans le deuxième cas, où tu mets de l'eau froide, et maintenant elle va chauffer avec le kumkum, eh bien, ça c'est assourd. Deuxième histoire, Hadar Chazier, des paras d'Astodar, apoumé des Kouva, ve anach natla ilave, nazhe rabba, amarle Rabbi Zera amay. Encore, Rabba a constaté que ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une écharpe qui était à lui, il a déposé au-dessus du tonneau, et il a posé dessus la carafe. Ils avaient des tonneaux pleins de liquide, je fais exprès de ne pas dire du vin ou de l'eau, parce que Rachid dit du vin, mais d'après certains rishonim, il y a le problème qu'on va voir dans quelques minutes, c'est un problème de mélaben, et d'après certains rishonim, il n'y a pas de mélaben bishar mashkim, uniquement bemaïm. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son écharpe, et il a recouvert le tonneau, il a posé sur l'écharpe la petite carafe, et là, Rabba le gronde. Rabbi Zera lui dit, Amaï, pourquoi tu le grondes? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Amarle hashta hazit. Il lui a dit, attends, tu vas voir le mal qu'il va faire. Il n'a pas fait, mais il va le faire. Les sof hazier des kameratzarle. Alors, ils ont vu que l'écharpe est rentrée dans le tonneau et elle s'est remplie et imbibée de liquide. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essoré ensuite cette écharpe. Alors c'est vrai que les Mefarshim posent la question, quoi, ils l'ont laissé faire une Avera? Alors le Sfat Emetz dit que c'est pas qu'il a réellement fait, il avait voulu le faire. Mais tout de suite, ils l'ont arrêté. En tout cas, Rabba dit à Rabbi Zera, tu vas voir le risque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu essorer son béguet, lui a dit Assour, Amarle Maishna mi paronka. Alors Rabbi Zera dit à Rabba, tu as raison, tu es prévoyant, mais dans ce cas-là, je ne comprends pas le din de paronka. Regardez Rashi. Paronka, beged arasou ilifros à la gigit, chez Porsimoto be Shabbat. On a le droit pendant Shabbat de mettre un beged, un voile, sur la guiguite, sur le tonneau. Comment ça se fait que c'est permis? Quelle différence entre le paronka et le dastodar? Comment on dit l'écharpe? Dastodar. Et c'est quoi le voile avec lequel on couvre toujours le tonneau? Paronka. Alors on lui dit pourquoi ça c'est permis et ça c'est interdit? Amarle lui a répondu Hatam lo kapid ilave. Hacha kapid ilave. La serviette que l'on met toujours au-dessus d'un tonneau de liquide
puisque c'est fait pour, même si ça se mouille, on ne va pas venir à essorer pendant Shabbat, étant donné que c'est toujours mouillé. Ça ne nous dérange pas, ça ne gêne personne. Tandis que le monsieur qui avait utilisé son écharpe personnelle pour recouvrir le tonneau, ça le gêne que son écharpe soit mouillée. Alors il peut venir facilement à l'essorer. Or, l'essorage d'un vêtement, c'est une mélacha de mélaben. Laver le linge pendant Shabbat, c'est une mélacha interdite. Eh bien, c'est ce que va faire cet homme en essorant son vêtement de l'eau qui s'y trouve, du liquide qui s'y trouve. Donc on avait dit que Rashi parlait de tonneau de vin. Et maintenant, la Gemara continue d'expliquer la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avions vu Velo beteven, Velo, regardez, Velo beteven, Velo bezagin, Velo bemochin, Velo beasabin, Bisman shem lachim, Aval tomnim bahem shem yeveshim. Interdit si ces 4 matériaux sont mouillés, mais permis si ils sont secs. Alors c'était quoi? La paille, le tissu, l'herbe et les résidus de raisin. Celui qui nous intéresse maintenant, c'est Teven et Mochin. Lisons. Baramine, Rav Ada bar Matna me Abaye, Mochin shetaman bahen, maou letaltelan beshabbat. Ça, c'est une question subsidiaire. Au passage, la Gemara pose la question, elle dit, permis d'envelopper dans le mochin, est-ce qu'on a le droit de faire atmana dans mochin? Avant Shabbat, oui, c'est permis. L'interdiction, c'est que pendant Shabbat. Mais avant Shabbat, des mochines secs, pas humides, pas mouillés, permis. Très bien. Maintenant, la question se pose. Est-ce que ces mochines-là, ils sont mouktsés ou pas mouktsés? Est-ce que j'ai le droit de les toucher directement avec mes mains, les enlever pour retirer la marmite? Ou bien il faut que je tire la marmite comme ça, et eux, ils vont tomber tout seuls? Est-ce qu'ils sont mouktsés ou pas? On les a utilisés pour envelopper la marmite. À Marlo, il lui a dit, il lui a dit, bien sûr que c'est mouktsé. Penses-tu que cet homme, comme il n'avait pas du teven, de la paille, pour envelopper sa marmite, et qu'il était obligé d'utiliser toutes sortes de tissus, c'est-à-dire des pelotes de laine, des fibres de textile et tout, parce qu'il n'avait pas le choix, alors tu crois que ça y est, il a condamné ces tissus pour envelopper sa marmite? Pas du tout. Il les a utilisés comme dépannage. Mais en réalité, il a l'intention d'en faire des vêtements. Qu'est-ce qu'on fait avec des mochines, c'est-à-dire des fibres de lin ou des fibres de laine? Avant d'en faire, on en fait du fil. Et après avoir fait du fil, on en fait du tissu. Et avec le tissu, on fait du vêtement. Donc, évidemment, qu'on ne va pas se permettre de prendre avec ses mains des bobines de fil qui sont destinées à fabriquer du tissu, puisque c'est mouktsé. C'est pas parce qu'il n'a pas trouvé de paille et qu'il était obligé de se dépanner avec de la laine ou du lin ou du coton que pour autant il va le condamner. Ça reste mouktsé. Alors la Gemara veut apporter une preuve à cela. L'imam Essayale, Tomnin begizet tsemer, ou betzipet tsemer, ou bilshonot shel argaman, ou bemochin, ve'en metaltelin otan. Qu'est-ce que c'est que tout ça? La Braïta nous dit comme ça. On a le droit d'envelopper sa marmite chaude
dans Gizeh Tsemer. C'est quoi Gizeh Tsemer? La tonte de laine. C'est la laine à l'état brut lorsqu'on a tondu la bête. Tzipé Tsemer. C'est quoi Tzipé Tsemer? C'est la laine qu'on a peignée, qu'on a été ménapetz pour bien séparer les fibres afin de fabriquer des fils. Ou bil shonot shel argaman. Les shonot shel argaman, c'est les fils après avoir été teints. Une fois qu'on a teint les fils, Rachid dit, les shonot des langues de fils, les ahar shetzeva'an, vesorkin otan ki'en les shonot arukin litvotan. Après avoir peigné les fibres et les avoir teints, alors maintenant on fait comme j'allais dire des languettes, des langues de fil. C'est quoi des langues de fil? C'est ce qu'on prépare pour fabriquer du fil. Le fil, il va être long. Mais pour avoir un long fil, il faut mettre les fibres les unes à côté des autres en continu, en longueur. Et après, on les file. Ou ben mochin. Rashi dans la Mishnah nous a dit, regardez s'il vous plaît Rashi dans la Mishnah, mochin, kol davar rach karoui mochin, toutes sortes de textiles tendres, doux, s'appellent mochin, kegon tsemer gefen, comme le coton, ou tlichet tsemer rach shel behema, ou bien la laine douce qu'on a pris de la bête, ou grirat begadim loim, ou bien les lambeaux des vêtements usés. Tout cela, ça s'appelle mochin. Quel est le din? On a le droit avant Shabbat d'envelopper sa marmite avec tout cela. Gizeh Tsemer, Tzipé Tsemer, les shonot shel argaman et mochin. Mais attention, ve'en metaltelin otan. On n'a pas le droit de les déplacer avec sa main. Étant donné que c'est réservé à une utilisation de fabrication de tissus, alors, c'est pas parce que le bonhomme, maintenant il a dû se dépanner avec, qu'il les a condamnés pour autant. Donc a priori, c'est une excellente preuve à ce que disait la Gemara précédemment, n'est-ce pas? C'était Abaye qui avait répondu cela. Abaye avait dit, Vechi mipene she'en lo, kupa shel teven, mafkir kupa shel mochin, parce qu'il n'a pas de paille, tu crois qu'il va abandonner son tissu? Jamais de la vie. Il a toujours l'intention de fabriquer des vêtements. Par conséquent, ça reste mouktsé. Alors comment tu vas retirer la marmite? Tu retires la marmite, mais tu ne touches pas au mochin. Ça veut dire que tu ne les retires pas directement avec tes mains. Alors la Gemara dit, ce n'est pas une preuve. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Imishumha lo iria. Ça, ce n'est pas une preuve. Harika amar. Voilà le sens de la braïta. Im lo taman bahem en metaltelinotan. Il se peut que la braïta te parle de deux dynimes différents par rapport à deux cas différents. Première hypothèse, l'homme a été matmine, la marmite, dans ces morceaux de tissu, dans ces mochines. Dans ce cas-là, il y a lieu de dire que les mochines ne sont pas mouktsé. Deuxième hypothèse, l'homme n'a pas utilisé les mochines du tout. On parle d'un autre Shabbat, on parle d'un autre cas. Est-ce qu'un homme a le droit de déplacer des mochines pendant Shabbat? Pas des mochines qu'il a utilisées pour l'atmana. Stam. On vient te dire en metaltelinotan. Et donc, en fait, dans cette baraïta, on ne parle pas que d'un seul din, d'un seul cas. On parle de deux dinim par rapport à deux cas différents. Et donc, on n'a aucune preuve. Tu n'as pas de preuve pour dire que tu as le droit, que tu n'as pas le droit de déplacer les mochines. Il y a choliot que tu as le droit de déplacer les mochines, puisque tu les as utilisées pour la atmana. Ah, cette braïta te dit que tu n'as pas le droit. Elle parle du cas où je n'ai pas du tout
utiliser ces mochines pour l'atmana. Il y a reliot que si je les ai utilisés, ils ne sont pas mouktsé. La Gemara dit, dans ce cas-là, c'est quoi le chidouche? La Baraïta vient te dire, t'as pas le droit de toucher pendant Shabbat à des pelotes de laine. Todaraba, ça c'est évident. Mais c'est évident, puisque c'est réservé à faire une mélacha interdite. Alors comment j'aurais pu penser que c'est permis de les déplacer pendant Shabbat? C'est évident que c'est mouktsé. La Gemara dit, non, ce n'était pas si évident que ça. Tu aurais pu croire que ce n'est pas mouktsé. Pourquoi? Parce qu'on pourrait éventuellement s'asseoir dessus. Par exemple, à l'époque où les gens s'asseyaient même par terre, ils s'asseyaient sur un tapis, sur des nattes. Alors, il y en a un qui n'a pas de tapis, n'a pas de natte. Alors, il a trouvé ces tissus, ces pelotes de laine, et ainsi de suite. Tu aurais pu croire qu'il a le droit de prendre ses mochines pendant Shabbat et de s'asseoir dessus. Tu n'as pas le droit. Étant donné qu'ils sont réservés à la fabrication de tissus, tu ne peux pas les utiliser pendant Shabbat pour t'asseoir dessus. Donc, voilà le chidouche. Tu aurais pu croire que ce n'est pas mouktsé, parce que c'est raouille de s'asseoir dessus, kamashmaran, que ça reste mouktsé. Sauf si, avant Shabbat, le bonhomme, il a pris tous ces tissus et il a dit, je vais m'asseoir dessus pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème. Nous, on parle de la laine où elle est normalement prédestinée et réservée à la fabrication de tissus. Et c'est ça ce qu'on est en train de nous dire. Elle est mouktsé. Elle est mouktsé. Pourquoi? Parce que c'est fait pour fabriquer du tissu. Ah, mais tu peux t'en servir pour t'asseoir dessus. Ouais, mais c'est pas fait pour ça. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, la Gemara va passer à autre chose, mais toujours à propos des mochines. Rafrizda, Shara, le Hadour et Udra, le Besadia, Beshabta. Vous savez comment on fabrique un oreiller? Eh bien, on le remplit de mochines. Quel est le din si l'oreiller s'est ouvert et tous les mochines sont sortis à l'extérieur? Est-ce qu'on a le droit de remettre les mochines dans la pochette d'oreiller pour le réparer? Il y a lieu de dire que non. Pourquoi? Parce que tu fabriques un kéli pendant Shabbat. Et il y a lieu de dire que oui, c'est permis, parce que c'était déjà là-dedans avant Shabbat. Et donc je ne fabrique pas quelque chose de nouveau. Alors, Rafrizda a permis les Ahdouré Oudra de remettre les mochines, les Bessadia, dans la pochette d'oreiller, Beshabta. Et Tiv et Rafranan Bachrizda. Les Rafrizda, a priori son fils, a posé la question à son père. Et il lui a dit, papa, comment tu peux autoriser une chose pareille? Pourtant, c'est écrit dans une baraïta, Matirin betatsavar beshabbat, aval lo potrin, ve'en notnin hamochin letoch hakar, ve'lo letoch hakeset beyom tov, en tzach lomar beshabbat. La baraïta, elle dit clairement que c'est assour. Comment toi, Emora, tu peux contredire une baraïta des Tanaïm? Alors, traduisons à nouveau cette baraïta. Ce qui nous concerne dans cette baraïta, c'est la fin de la baraïta, pas le début. Mais si déjà on la cite entièrement. Qu'est-il écrit dedans? Matirin betatsavar beshabbat. Aval lo potrin. Vous savez comment à l'époque les blanchisseurs lavaient le linge? Eh bien, ils le lavaient, mais après cela, ils rendaient au propriétaire ses vêtements avec un fil qui attachait le col du pull ou de la chemise. Pourquoi?
afin que le client n'ait pas l'impression que quelqu'un l'a utilisé après le lavage. Une fois qu'il était blanchi, bien lavé, il lui rendait avec un fil qui attachait le col, pour lui assurer et garantir que personne ne l'a utilisé. Est-ce que pendant Shabbat, on a le droit d'ouvrir, de délier le nœud Potrine betatsavar, le nœud du col? Réponse, oui, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pas Kesher chez le Kayama. Quand il a fait ce nœud, c'était juste le temps d'arriver à la maison du client. Avallo potrine. Mais la Braïta nous dit attention, on a le droit de délier le nœud du fil qui attache le col, mais on n'a pas le droit de fabriquer un col pendant Shabbat. Par exemple, le tisserand, ou le fabricant, le tailleur, qui a cousu un pull, il a fait, mais il a formé le tissu, et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des ciseaux et il coupe au niveau du col. Parce qu'au niveau du col, c'était tout tissé, c'était fermé. Alors il coupe et après, il fait un ourlet. Est-ce qu'on a le droit, pendant Shabbat, de prendre un couteau et d'ouvrir là où il voudrait avoir un col? Potrine betatsavar, hasour. Avalo potrine. Tu fabriques un keli. Ve'en notnin et amochin lo letoch hakar velo letoch hakeset biyom tov ve'en tzarich lomar beShabbat. Également, ce qui est interdit, c'est de mettre des mochines dans l'oreiller ou dans le matelas. Même Yom Tov, et à plus forte raison Shabbat. Alors la Gemara donc conclut la Kushia sur Rafrizda. Comment, Rafrizda, tu as pu dire que c'est permis de remettre les mochines dans l'oreiller? Réponse, la Kashia. Habehadete, habeatike. Ce que la Braïta interdit, c'est la fabrication. C'est-à-dire que pour la première fois qu'on va fabriquer l'oreiller, ça c'est assourd. Mais Rafrizda, ce qu'il a autorisé, c'était un oreiller qui existait déjà. Simplement, c'est que les plumes sont tombées à l'extérieur, tu as le droit de les remettre à l'intérieur. Donc, c'est quoi hadete? Hadash. Atike, yashan. Tanya Nameachi, la Gemara confirme cette réponse. Et elle dit comme ça. Braïta qui enseigne clairement. En notnin et amochin, lo letocha kar, velo letocha keset biyom tov, en sarich lomar beShabbat. On n'a pas le droit de fabriquer un oreiller ou un matelas pendant Yom Tov ou Shabbat en remplissant la housse de plumes ou de mochin. Par contre, nashru, si ils sont tombés de l'oreiller, tu as le droit de les remettre. Mahzeri notam beShabbat, ve'en tzarich lomar beyom tov. Même Shabbat, c'est permis, à plus forte raison Yom Tov. Pourquoi on dit à plus forte raison? Parce que Shabbat, c'est plus hamour que Yom Tov. À quel niveau? Pas seulement le fait qu'à Yom Tov, on peut faire Ochel Nefesh, mais même la sanction pour les Melachot n'est pas la même. Quelqu'un qui fait une Melacha pendant Shabbat, il est Chayav Skila, Karet, Hatat. Si c'est Beshogek, Chayav Hatat. Si c'est Bemezid, Chayav Karet. Si c'est Bemezid avec Atra'a, à l'époque du Sanhedrin, il pouvait être Chayav Skila. Tandis que Yom Tov, c'est que Malkout, 39 coups. Mais pas ni Karet, ni Hatat, ni Skila. Très bien. Maintenant, puisqu'on a parlé de l'ouverture du col, Amar Rav Yehuda Amarav, apoter betatsavar beshabbat chayav chatat, matkif la Rav Kahana, ma benzu les megufat ravit. Question. Pourquoi est-ce que tu interdis de prendre des ciseaux ou un couteau et d'ouvrir le col d'un pull qui n'avait jamais été encore terminé, achevé? Maintenant, tu me dis, assourd d'achever le keli, makeb et patish, mais pourquoi ça tu l'interdis? Et d'autre part, on a appris que megufat ravit,
dans Daf Kuf Mem Vav de Masechet Shabbat, il est écrit, Rashi le cite dans la deuxième ligne, Mevi Adam Havit ou Matiz et Rosha Besaïf ou Maniha Lifnei Orchim. Un homme a le droit d'apporter un tonneau où il y a dedans du vin. Ce tonneau était scellé parce qu'il y avait un bouchon qu'on avait scellé au-dessus du tonneau. Il a le droit de prendre un sabre et de sabrer le tonneau, c'est-à-dire il le décapite, il lui enlève le bouchon, mais ce bouchon c'était avec du ciment, c'était avec quelque chose, de l'argile, c'était vraiment collé, hibour. Et pourtant tu as le droit d'ouvrir le tonneau pendant Shabbat. Tu as le droit de fabriquer un tonneau en quelque sorte. Alors pourquoi tu interdis de créer une encolure, de fabriquer ce pull? Amarle Rava, Zechibour Vezenochibour. Rava a répondu, aucun rapport. L'encolure du pull, c'est quelque chose que tu fais pour la première fois. Donc tu as été maké bepatish. Tu as fait la mélacha de la fabrication du keli. Tandis que là, le tonneau, il existait déjà. Le bouchon existait déjà. Simplement, c'est qu'on les a collés fortement, on les a scellés. Et bien maintenant, simplement, tu sépares deux choses qui n'étaient pas une seule entité. C'était deux unités. Le pull, c'est hibour, c'est une seule entité. Ici, c'est le hibour. Ça reste deux éléments différents. À ce propos, Ramele, Rabbi Irmia et Rabbi Zera. Rabbi Irmia, un jour, a posé une contradiction à Rabbi Zera. Il lui a dit, Rabbeinu, je voudrais que tu m'expliques la contradiction suivante. Tnan, shalal shel kovsin, veshalshelet shel maftechot, ve'abeged sheutafur bekil'aim, chibur latum'a, עד שיתחיל להתיר עלמא שלא בשעת מלאכה נמי חיבור. ורמין הוא מקל שעשאו יד לקורדום חיבור לטומאה בשעת מלאכה, בשעת מלאכה אין שלא בשעת מלאכה לא. What is it? Il lui dit, j'ai deux sources d'enseignement, j'ai deux références, et a priori elles sont contradictoires. Je vais commencer par la deuxième qui est la plus facile. Si quelqu'un fabrique une pioche, cardom l'ahforba, vous savez comment ça se faisait à l'époque? Les gens avaient un manche qu'ils emboîtaient à l'intérieur de la partie métallique de la pioche, et après avoir travaillé, ils pouvaient ensuite séparer les deux parties. Maintenant, quelqu'un a trouvé un morceau de bois, une branche, et il l'a introduite dans la partie métallique. Il n'avait pas d'autre manche, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, on nous dit la chose suivante. Maintenant qu'il a emboîté, alors maintenant ça s'appelle keli. Quel est le din si cette pioche était au contact d'une personne qui était tamée? D'accord? Un zav, un balkeri, un met, un chéretz, mille et une sources d'impureté. Est-ce que le keli devient tamé, oui ou non? Alors on nous dit comme ça. Makel she'asao yad la cordom, hibur la tum'a beshaat melacha. C'est uniquement beshaat melacha qu'on considère qu'on a ici un keli. Quand ils sont séparés, il n'y a pas de keli. Tu as un morceau de métal, tu as un morceau de bois. Quand tu les as emboîtés, ça devient une pioche. C'est un keli. Ça peut devenir tamé. Ça peut devenir tamé. Mais il y a ici un chidouche juste incroyable. C'est quoi le chidouche incroyable? C'est qu'on te dit que ça peut devenir tamé uniquement au moment du travail.
si par exemple, au moment où il travaillait, il a touché un reptile mort, eh bien, en effet, le quart d'homme va devenir tamé. Mais si après il a déposé, et qu'il était au contact d'un mort ou autre, eh bien, il n'est pas tamé. C'est clair. Le chibour est un chibour qui n'est valable que Besharat Melacha. Mais si ce n'est pas Besharat Melacha, tout va bien. Ce chibour n'est pas chibour. Pourtant, on a appris autre chose, et là c'est plus long. Je vous invite à regarder la 3e ligne de la page. Tnan, Shalal, Shel Kovsin, Veshalshelet, Shel Maftechot, Vehabeged, Sheutafur Bekil Haim, Chibour la Tum'a, Ad Sheyatchil Leatir, Alma, Shelo Besharat Melacha Name Chibour. Vous savez que les laveurs, les blanchisseurs à l'époque, quand ils recevaient du client beaucoup de vêtements à laver, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient les attacher avec un fil. Ils prenaient un fil et ils rattachaient tout le trousseau de vêtements. Tout le paquet de vêtements, ils allaient relier tous ces vêtements pour ne pas les perdre. Parce que tu as des grands vêtements, on ne les perd pas, mais les petits. Pour pas qu'il y ait d'embrouille, on les attachait. Shalal, shel kovsim, comme ça dit Rashi. Darkam lishlol abegadim, ze imze, ktanim im gdolim, kede shelo yabdu. Deuxième cas, shalshelet shel maftechot, un trousseau de clés. Troisième cas, beged, sheutafur bekil haim. Tu as 2 tissus de laine et tu les as attachés avec un fil de lin. D'accord? Pourquoi il les a attachés? Parce qu'il n'a pas envie de perdre ces tissus. Il les a attachés. Est-ce qu'il va porter le vêtement comme ça à sourd? C'est Sharatnez, qu'il haïm. Alors à Botaï, tout ce qu'on vient de dire maintenant, on a des choses ici qu'on va séparer un jour. Shalal shel kovsim, le client il va couper. L'ekil haïm, on va couper. Mais malgré tout, tant que c'est lié, tant que c'est chibour, on dit que la tum'a, si par exemple, il y a eu une source de tum'a qui a touché une partie, un beged, eh bien tout le trousseau est tamé. Vous savez qu'un beged ne peut pas rendre tamé un autre beged. Parce qu'un keli, il peut devenir tamé uniquement s'il était au contact de avatum'a, d'une source d'impureté qui est avatum'a. Mais la tum'a, elle est toujours décroissante. Donc, le keli, il a touché le avatum'a. Qu'est-ce qu'il est devenu le keli? Rishon atum'a. Un autre keli qui touche le rishon, il ne devient pas tamé. Adam et kelim ne peuvent devenir tamés que s'ils étaient au contact de avatum'a, pas de rishon. Alors, la question, si tu me dis qu'ils sont tous tamés, tous ribour, pourquoi? Parce que, en effet, on considère que la relation qu'il y a entre eux, ce fil qui les relie, leur donne un statut d'une seule entité et pas plusieurs unités. Alors, la question c'est quoi? C'est qu'il est écrit clairement ça veut dire quoi jusqu'à ce qu'il va défaire ce nœud qui va les séparer. Ça veut dire que tant qu'il ne les a pas séparés, ils sont considérés comme une seule entité, même si ce n'est pas Besharat Melacha. Comme par exemple le blanchisseur, il a déjà terminé. Ça y est, il les a tous lavés. Maintenant c'est posé ici. Il attend de remettre ça au client. En attendant, il y a eu une Tum'a qui a touché un des vêtements. Qu'est-ce qu'on dit? Ils sont tous Tme'im. Mais ce n'est pas Besharat Melacha, lui il a déjà terminé son travail. Donc c'est contradiction. Pourquoi au niveau de la pioche, tu as dit que si jamais
le sheretz a touché la pioche, Besharat Melacha, la pioche elle est tmea. Si c'est pas Besharat Melacha, tu dis elle est pas tmea. Pourquoi? Parce qu'on considère que comme si on a déjà retiré le manche et qu'on a deux parties, et chaque partie ce n'est pas un keli. Donc c'est pas tamé. Et d'autre part, le hibour, le lien qu'il y a entre tous les vêtements par le fil du blanchisseur, tu me dis que tout ça, ça fusionne, c'est considéré comme une seule entité et tout est tamé. Mais c'est destiné et réservé à être coupé. Ce fil de charatnez, ce fil du laveur, c'est destiné à être rompu. Et on va donc séparer tout cela. Pourquoi tu dis que c'est chibour? Très belle question. Rabbi Irmia était toujours très harif. Vous voyez combien de fois, chaque fois qu'il pose des questions, c'est des questions très pointues. Alors, qu'est-ce que lui a répondu Rabbi Zera? Très belle réponse. Amarle hatam shelo beshaat melacha adam asui lezorko leben ha'etzim hacha shelo beshaat melacha nami nihale de imitanfu hadar mehavar lehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit l'histoire de la pioche. Quand le bonhomme a trouvé une branche ou un morceau de bois pour introduire et emboîter dans la partie métallique, ça, ce n'était que du dépannage. Ce n'est pas du professionnel. Ce n'est pas du tout avec l'intention de le laisser là-bas tout le temps. Lui, il a l'intention après de prendre ce bâton et de le jeter à la poubelle, jusqu'à ce qu'il trouve un manche qui soit vraiment quelque chose de bien. Alors, nous disons comme ça. Certes, au moment où il travaille avec cela, puisqu'il s'est dépanné avec, au moment du travail, c'est considéré kéli. Bien que ce soit une branche et un morceau de bois banal. Beshaat melacha, mekabel tum'a, parce que ça s'appelle kéli. Shelo beshaat melacha, même s'il n'a pas encore séparé, c'est comme s'il a déjà séparé, qu'il a déjà jeté. Tandis que là-haut, dans l'histoire du laveur, du blanchisseur, pourquoi est-ce qu'il est intéressé d'avoir ce fil encore autour? Parce qu'il se dit, si jamais arrive un incident et que ses vêtements se salissent à nouveau, eh bien je suis bien intéressé qu'il y ait encore ce fil pour les laver encore ensemble et qu'ils ne se perdent pas les petits bgadim par rapport aux grands. Étant donné qu'il est encore intéressé par ce hibour, alors c'est considéré comme fusionnel, comme une seule entité, et par conséquent c'est tamé, même en touchant un beged, tous les bgadim sont tmeim. Et Rabotai, on va terminer le sujet avec ce dernier passage. Besura matnu la leha shemata mishme de Rav Chizda. Bepumbadita matnu mishme de Rav Kahana ve'amrela mishme de Rava. Vous savez qu'il y avait en Babylonie deux grandes yeshivot. L'une à Pumbadita et l'autre dans la ville de Soura. Eh bien, dans la ville de Soura, ils enseignaient le passage suivant au nom de Rav Chizda, et à Pumbadita, on l'enseignait au nom de Rav Kahana, et d'autres disent au nom de Rava. Quoi? Quel sujet? Le suivant. Mantana hamilta de amurabanan, kol amechubar lo, areu kamohu. C'est-à-dire, Chachamim disent que tout ce qui est hibour est considéré comme la même entité. N'est-ce pas? On a dit que le laveur, quand il met un fil pour attacher les vêtements, alors tu touches un vêtement, avec la toum'a, tous les vêtements sont tamés. Eh bien ça, on le retrouve d'ailleurs dans d'autres sujets, mais la Gemara cherche à savoir qui est l'auteur, qui est le Tana,
sur lequel on s'appuie pour dire que un chibour entre deux kelim les transforme en une seule entité. C'est ça le point focal. Je répète, la Gemara maintenant va chercher à savoir qui est l'auteur de cette opinion qui consiste à dire que deux kelim rattachés, ça devient comme un seul keli. Alors regardez ce qu'il va lui répondre. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Ditnan, comme on va voir Rabbi Meir dans la Mishnah suivante de Masechet Kelim, Bet hapach, ou bet tavlin, ou bet ner shebakira, mitamein bemagga, ve'en mitamein ba'avir. Divrei Rabbi Meir, ve Rabbi Shimon metaher. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din lorsqu'on a une kira en argile? Vous savez qu'une kira, c'est un fourneau en argile qui est mobile. C'est un statut de keli. Quel est le din s'il y a eu un reptile mort qui a touché la kira de l'extérieur? Est-ce que cette kira, elle est tamée ou pas? Alors on a une halacha. En keli heres mitame migabo et la mitocho. Un keli en argile ne peut pas devenir tamé si la toum'a l'a touché que de l'extérieur. C'est uniquement si la toum'a était à l'intérieur du keli heres. Alors c'est quoi le chidouche en plus? Deuxième chidouche du keli heres, c'est qu'il peut devenir tamé pas seulement en touchant les parois internes du keli, mais même si la toum'a était juste suspendue dans l'espace du keli, dans l'air, ce qu'on appelle aviro. Alors comment on appelle en hébreu la paroi externe d'un keli? Migabo, gave, le dos. Comment on appelle l'intérieur? Tocho. Comment on appelle l'intérieur mais sans toucher les parois internes, juste dans l'air, dans l'espace du keli? Ça s'appelle aviro. Alors le kli heres, il peut être mekabel tum'a uniquement betocho, be'aviro, mais pas migabo. Imaginons par exemple, je prends un reptile mort et je l'attrape avec une ficelle et je le mets dans le avir du kli heres. Même sans toucher les parois internes, ça y est, le kli heres, il est entièrement tamé. Et comment on va faire pour le purifier, les amis? Donnez-moi votre réponse. Comment peut-on purifier un kli heres? La réponse est qu'on ne peut pas le purifier. Il est impurifiable, comme dit la Torah, Tanur vekiraim yotatz. On ne peut que le briser, le rendre inapte à l'utilisation. C'est ça sa purification. Keli heres en lo takana elashvira. Maintenant, écoutez cela. Quel est le din si le keli heres a une tum'a à l'intérieur, qui a touché les parois? Ça s'appelle maga, tum'at maga. Bien sûr, le keli, le tano, la kira, elle est tmea. Quel est le din si le sheretz était suspendu dans l'espace vide du keli heres? Tamé? Oui, tamé. Maintenant, écoutez le chidouche, un chidouche incroyable de Rabbi Meir. Bet apach, bet tavlin, bet ner chez Bakira. C'est quoi bet apach, bet tavlin, bet ner chez Bakira? À l'époque, quand ils avaient ces fourneaux, cette kira, ils avaient une astuce. Ils rattachaient à la kira des petits pachim. Ils collaient à la kira des petits pachim. C'est-à-dire, par exemple, un petit pach où il y a dedans des tablinim. Comme ça, madame, quand elle est en train de cuisiner, directement, elle se sert du tablin. Il y avait aussi betaner. Là-bas, un air, comme ça, dès qu'on a besoin d'allumer le feu, il y a du feu. Il y a aussi betapar. C'est quoi? C'est là où on mettait du shemen. Par shemen, pour
pour être bafshiroto, pour le tiédir, quand on veut du shemen qui soit tiède. Alors, tous ces kelim, ils étaient légèrement collés au keli principal qui est la kira. Maintenant, écoutez le din de la Toum'a. Si le keli Heres est devenu tamé, est-ce que les autres aussi sont devenus tamés? Les accessoires, bêta par, bêta tavlin, bêta ner, est-ce qu'ils deviennent aussi tamés ou bien ils sont considérés comme des éléments à part? Alors écoutez quelque chose d'invraisemblable. Rabbi Meir dit ça dépend. Si la kira est devenue tamée par le biais de mitocho, que le sheretz, il a touché les parois du tanour, dans ce cas-là, oui, ils sont tamés. Mais si c'était Rekba Avir, que le reptile, on l'a suspendu comme ça avec un fil dans l'air du Kli Heres, le Kli Heres, lui, il est tamé, mais les comment on appelle ça, les accessoires, ils sont pas tamés. La Gemara pose la question. Bichlal, Rabbi Shimon dit tahor, tahor. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, il dit complètement tahor. Il n'y a aucune tum'a, ni me'aviro, ni mitocho. Alors la Gemara pose la question, elle dit comme ça. Bish la malé Rabbi Shimon kasavar lav kekira damu. Et là les Rabbi Meir, i kekira damu afilu ba'avir nami litamu. Et il lav kekira damu afilu bemaga nami lolitamu. Je ne comprends pas. Rabbi Shimon, il est clair, limpide comme l'eau de roche. Il te dit, les accessoires, c'est des kelim à part, ils ne sont pas tamés. Ils ne deviennent pas tamés par le biais de la kira, du tanour. Mais Rabbi Meir, lui, il est incohérent. De deux choses l'une. Soit il considère que c'est hibour, alors afilou aviro, puisque la kira, elle est devenue tamée par le reptile qui était dans le havir, donc même les accessoires devraient devenir tamés. Et si tu dis qu'ils ne sont pas hibour, que les accessoires ne fusionnent pas, ne font pas partie intégrante de la kira, alors pourquoi est-ce que Bemaga, si le reptile il a touché les parois internes du Keli, alors même les accessoires sont tamés? C'est incompréhensible. La Gemara de répondre. Les olam, lav kekira damu. En réalité, cette tum'a des accessoires, c'est que midera banan. Minatora, il n'y a que le tanour lui-même qui est tamé. Les autres kelim qui sont au contact de la kira, c'est des kelim à part, et minatora, ils sont tahor. Alors, donc c'est que midera banan. La Gemara dit alors, ça ne résout pas le problème de l'incohérence. Si Chachamim ont été gozer que la Toum'a de la Kira passe au Beta Par, Beta Shemen, Beta Tavlin, Beta Ner, alors, même si la Toum'a de la Kira provient du Avir, il devrait être tamé, comme dans Toum'at Magga. Réponse. Avdu Behu Rabanan. Qui est delo ate le misraf ale teruma vekadashim. Hachamim ont voulu absolument marquer la différence entre Tum'a de Oraita et Tum'a de Rabanan afin que tu ne brûles pas de la teruma et des kodashim à cause de cette Tum'a. C'est-à-dire, on a une règle. La teruma ou la viande korban, si elle était au contact d'une Tum'a, elle n'est pas seulement immangeable, il faut la brûler. Tzachlisrof kodashim tmeim. D'autre part, il y a une interdiction de brûler des kodashim tehorim. Tu n'as pas le droit de détruire en brûlant du kodesh ou de la teruma. Mais quel est le din lorsqu'on a un safek? On ne sait pas si c'est tamé ou tahor. Alors on a un din. Tolin. C'est quoi tolin? On laisse la teruma en suspens. Ni le Kohen la mange, ni on la mange, et ni on la brûle. On la laisse pourrir toute seule. Maintenant,
Quel est le din lorsque la toum'a est une toum'a des Rabbanan? La terouma, elle a été au contact d'une source d'impureté, mais pas une impureté thoraïque, que rabbinique. Est-ce qu'on brûle la terouma pour autant? Réponse non. Qu'est-ce qu'on fait? Tolin, lo ochlin, velo sorfin. Pourquoi? Étant donné que Minatora c'est tahor, c'est assourd de brûler. Alors maintenant, les Chachamim ont dit la chose suivante. C'est vrai qu'on a dit que le Betapar, Betaner, Betatavlin, c'est tamé. Rabbi Meir a dit qu'étant donné que c'est collé à la Kira, alors ça devient tamé. Mais cette Toum'a, elle n'est pas Minatora. Elle n'est que Midera-Banan. De ce fait, imaginons que la Terouma, elle touche le Betapar, Betatavlin, Betaner. Et eux, ils sont devenus tamé Midera-Banan. Pourquoi? Parce qu'il y avait un reptile mort qui avait touché les parois internes du Tanour. Qu'est-ce que les gens vont croire? Puisque Rabbi Meir a dit que c'est tamé, ils vont croire que c'est terouma qui a touché le Betapar, il faut la brûler, puisqu'elle est tméa. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Meir? Metamé rak mi bemaga avalo be'avir. Afin que l'on comprenne que c'est que Midera Banan, il a justement créé l'incohérence. Pour que les gens remarquent qu'il y a ici quelque chose de bizarre. Ils vont venir poser la question. Et on va leur dire, tu veux savoir pourquoi c'est Metamé que Bemaga velo be'avir? Parce que cette Toum'a n'est pas thoraïque. Elle n'est pas Minatora, elle est que Midera Banan. Et alors si jamais il y a la terouma qui touche, ne brûle pas la terouma. Tolin velo sorfin. Ça sourd d'être soref. Une terouma qui est tehora minatora. Voilà pourquoi il a fallu marquer un signe distinctif qui nous permettrait de comprendre que cette Toum'a qu'a décrété Rabbi Meir n'est que Midera Banan. La Gemara continue. Tanu Rabbanan misporet shel prakim ve'izmel shel rehitane. Hibur la Toum'a ve'no hibur la haza'a. Toujours dans le même ordre d'idées, à propos du kécher qui pourrait y avoir entre deux éléments, et lorsque l'un est tamé, l'autre également est tamé. On avait déjà vu ça précédemment à propos du shalal shel kovsin, le trousseau de linge que le laveur, le blanchisseur, a relié. Il a pris plusieurs vêtements et il les a tous reliés avec une ficelle, avec un fil. Et de ce fait, ils ne vont pas s'évader, s'égarer quand il va les laver. Étant donné qu'ils sont tous liés, si par exemple un reptile mort a touché un kéli, ils sont tous tamés. Cette toum'a-là est midera banan. C'est une toum'a qui est... Parce que les Chachamim ont dit que ça fait un chibour. Nachon. Également, le cardum, rappelez-vous, la pioche. Le cas où on a pris un bâton quelconque, c'est-à-dire, ce n'est pas un manche qui est le vrai manche de cette partie métallique. On a voulu se dépanner. On a pris un bâton quelconque, même une branche d'arbre, et on a mis dans la partie métallique. On avait vu que le hibour qu'il y a entre le métal et le manche, qui n'est que provisoire, ce hibour-là n'est considéré comme tel que pendant la mélacha, au moment où il est en train de travailler avec sa pioche. Mais une fois qu'il a posé la pioche, bien que c'est encore mechoubar, c'est pas considéré comme un kéli qui est mechoubar, c'est comme s'ils étaient déjà détachés, puisqu'il a l'intention de les séparer et de jeter à la poubelle le bâton. Dans ce cas-là, le reptile mort, s'il était en contact avec la pioche, shelo beshaat melacha tahor, comme s'ils étaient déjà séparés. Tandis que s'il est en plein travail,
alors nous disons que la relation qu'il y a entre le bâton et le métal, c'est oui un chibour. Mais même cela, on avait vu que c'était que midé rabanan. Nachon, puisque Behemet, ils n'ont pas de vrai chibour. Et pareil, pour le bet à tavlin, la kira, donc la plaque de cuisson, le tanour, où ils avaient l'habitude d'être mechaber, de rattacher des petits accessoires. Bet à par, où on mettait de l'huile. Bet à tavlin, où on mettait des épices. Bet à ner, où on mettait le feu. Tout ça, c'était des accessoires qui étaient collés au fourneau. On avait vu que si la Toum'a a touché la kira, à l'intérieur de la kira qui est Kli Heres, et que ça a touché les parois internes, alors même ces accessoires deviennent tamés. Mais dans la mesure où c'était que Ba'avir, ça n'a pas touché les parois elles-mêmes, alors la kira elle est tméa, mais pas les accessoires. Et quelle est la différence? Si tu me dis que c'est hibour, alors ça doit être métamé aussi, mais aviro. Si tu me dis que c'est pas hibour, ça doit être tahor, même si ça a touché les parois internes, mais maggar. Et donc on avait déjà vu que, étant donné que minatora, le hibour n'est pas hibour, un keli, quand il a touché la toum'a, alors le keli lui-même est tamé. Mais l'autre keli qui va toucher ce keli sera tahor. Minatora, c'est le din. Seulement, Hachamim ont dit qu'étant donné qu'il les a collés, ça paraît comme un seul keli, alors ça contamine. Mais c'est que midé rabanan. Hachamim ont voulu marquer une différence entre Tum'a de Oraita et Tum'a de Rabanan, afin que grâce à ce signe distinctif, les gens vont comprendre que c'est que midé rabanan, et ils ne vont pas brûler la terouma. Si jamais la terouma elle a touché cet accessoire, ils ne vont pas brûler la terouma. Ils vont comprendre que c'est que midé rabanan. Tolin, l'ochlin, velosorfin. Donc, je reprends le cas de Shalal Shel Kofsin. Le linge, les différents vêtements qui ont été reliés avec un fil. Le cas du cardum qui a été relié au manche de bois qui est jetable. Le kécher qu'il y a entre les accessoires et la kira. Donc tout cela, ce ne sont des ksharim qui ne sont que midé rabanan. Ce n'est pas hibour minatora. Alors, dans ce même cadre, la Gemara nous enseigne encore une baraïta. Tanu Rabanan, Masporet shel prakim, ve izmel shel rehitane, hibur la tum'a, ve no hibur la haza'a. Si j'ai une paire de ciseaux, donc j'ai deux lames, les ciseaux, ça peut être fabriqué de l'une des deux façons. Soit que c'est une seule paire, c'est-à-dire deux lames de ciseaux qui sont collées comme les ciseaux qui sont les nôtres aujourd'hui, qui ne se séparent pas. Sinon, c'était des paires de ciseaux, c'est-à-dire deux lames qu'on rattachait juste pendant qu'on coupait, et après on les séparait, les deux lames. Masporet, chez le prakim, des ciseaux de coiffeur, du sapar, qui est fait en deux prakim, en deux parties, que l'on sépare après le travail. Ou bien Ismel shel rehitane, ou bien la lame du rabot. Le menuisier se sert d'un rabot pour raboter des surfaces qu'il veut lisser, polir. Le derech était de retirer la lame après le travail. Alors, quel est le din par rapport à la Tum'a? Si jamais, par exemple, une femme nida qui est tméa pendant la période a touché le rabot, mais elle a touché que la partie bois,
elle n'a pas touché la lame, ou le contraire, elle n'a touché que la lame, elle n'a pas touché le bois. Est-ce que tout est tamé ou pas? Réponse oui. Hibour la tum'a. Également, la paire de ciseaux, elle n'a touché qu'une lame. Est-ce que la deuxième lame est tméa? Oui. Pourquoi? Hibour la tum'a. C'est ce que nous enseigne ici, cette braïta, que deux parties d'un même keli, c'est mehoubar. Mais ce qui est très étonnant, c'est la suite. Ve'eno hibour la haza'a. Par contre, au niveau de la purification par aspersion, là on considère qu'il faut asperger les deux éléments séparément. C'est-à-dire, imaginons qu'on parle de Tum'at Met. Vous le savez que la seule impureté qui requiert deux procédures pour se purifier, à savoir être aspergé avec les eaux lustrales, les eaux mélangées aux cendres de la vache rousse, 3e et 7e jour, et après aller au mikvé. Donc il faut haza'a et tvila. C'est uniquement Tum'at Met. Les autres Tum'ot, ça suffit d'aller au mikvé. La seule Tum'a qui exige et requiert une aspersion avec Efer Mehatat, avec les Mehatat, eh bien c'est Tum'at Met. Quel est le din lorsque j'ai un Keli qui est constitué de deux parties? Le Met n'a touché que une partie. Comme ici, j'avais les ciseaux dans la main et j'ai touché le mort qu'avec une lame des deux lames de la paire de ciseaux. Ou le rabot, j'ai touché qu'avec le bois, je n'ai pas touché avec la lame. Alors désormais, pour purifier ces ciseaux ou purifier ce rabot, il va falloir faire deux choses. Premièrement, asperger le keli le 3e et le 7e jour avec Efer de Paradouma, n'est-ce pas, avec Mehatat. En plus de ça, le 7e jour, aller au mikvé. La question, c'est de savoir est-ce qu'il faut asperger les deux lames ou bien il est suffisant d'asperger une lame des deux puisque ils sont mechoubarim au moment de la haza'a. Ils sont mechoubarim. Alors, de la même façon que pour la tum'a, tu as dit que quand tu touches une lame, les deux sont tamés. A priori, même pour la haza'a, on devrait dire que quand le lot de l'aspersion a touché une lame, eh bien, toutes les ciseaux devraient être purs. Tout le rabot devrait être pur. Et pourtant, non. La Braïta nous dit Hibour la tum'a, ve'eno hibour la haza'a. Pour la haza'a, les deux parties sont considérées comme séparées, bien que maintenant elles sont liées. Et par conséquent, il faut purifier, c'est-à-dire asperger et l'un et l'autre, le rabot et la lame. Les deux lames des ciseaux séparément. Et la Gemara se demande pourquoi. A priori, c'est incohérent, puisque nous voyons, regardez juste la question de la Gemara. Manavshar. De deux choses l'une. Et Hibour, si tu considères que les deux parties font partie intégrante du même élément, Afilouléaza'anami, alors tu devrais considérer que c'est une seule entité, même pour l'aspersion. Ve'ilavribourou, Afilouletum anamilo. Et si tu penses qu'il n'y a pas de ribour entre eux, c'est pas un seul élément, c'est pas une seule entité, ce sont deux entités différentes. Pour la haza'a, alors tu devrais dire la même chose pour la tum'a, que s'il y a eu une lame qui a été tméa, l'autre, elle reste tahor. Si le rabot, la partie bois, a été tméa, la lame devrait être tahor. C'est ou bien tu considères que c'est une seule entité pour les deux, tum'a et haza'a, ou bien ce sont deux entités. Alors, tum'a et haza'a, mais il faut être cohérent. Il n'y a pas de logique de distinguer entre tum'a et haza'a. La réponse de Rava. Amar Rava, Dvar Torah, selon le din de la Torah, Beshaat Melacha, Hibour ben la tum'a ben la haza'a. Au moment où on travaille avec les ciseaux, où on travaille avec le rabot,
au moment de l'action de celui qui travaille avec, c'est sûr que les ciseaux sont considérés comme une seule entité, et le rabot pareil. Hibour ben la tum'a, ben la haza'a. Et là, il n'y a pas de raison de distinguer entre les deux. Si, par exemple, il y a une tum'a qui a touché une partie, eh bien, les deux parties sont tamées, car c'est une seule entité. Si au moment où on a fait la haza'a, ça a touché une partie, les deux sont tahor. Pas besoin de mouiller les deux. Ça, c'est seulement si l'aspersion s'est faite besha'at melacha. Veshelo besha'at melacha. Et si maintenant, ça y est, on a terminé le travail, on a posé le rabot dans l'armoire, on a posé les ciseaux dans l'armoire, shelo besha'at melacha, eno hibour, lo la tum'a velo la haza'a. Selon le din de la Torah, ce n'est pas considéré comme une seule entité. Étant donné qu'on a l'habitude de séparer les deux parties après le travail, on est généralement habitué à séparer les deux paires de ciseaux, c'est-à-dire les deux lames, à séparer la lame du rabot. C'est comme ça que fait le menuisier. Étant donné que c'est comme ça qu'on fait, alors c'est considéré comme deux éléments, même s'ils sont collés maintenant. Ça reste deux kelim. Ben la tum'a, ben la haza'a. Ce sont deux entités. Alors maintenant, on passe au daf même tête. Vegazru rabanan al tum'a, shelo besha'at melacha, mishum tum'a, shebesha'at melacha. Hachamim ont dit que ils ont fait une gzera. Et ils ont dit, même lorsque on ne travaille pas, on a déposé dans l'armoire, mais au niveau de la tum'a, les deux sont considérés comme hibour. Les deux sont tamés. Minatora, il n'y a qu'un seul qui est tamé, celui qui était en contact de la tum'a. Mais miderabanan, ils ont fait une gzera, que les deux sont tamés. Comme si la tum'a avait touché une lame au moment du travail. Et vantem, je répète, gazrou shelo besha'at melacha, mishum tum'a shebesha'at melacha. Étant donné que si la tum'a besha'at melacha avait touché l'une des lames, alors les deux auraient été tamés. C'est la raison pour laquelle, bien que on a terminé de travailler, si une tum'a a touché l'un des deux éléments, les deux sont tamés. Alors maintenant, ça on a compris pour tum'a. Maintenant pour la haza'a. Ve'al haza'a, c'est le contraire. Ve'al haza'a shebesha'at melacha, mishum haza'a shelo besha'at melacha. C'est-à-dire, quel est le din si les lames, c'est-à-dire les ciseaux par exemple, étaient posés dans l'armoire ou posés sur la table, étaient posés sur la table, et on leur a fait haza'a. On n'est pas en train de travailler avec les ciseaux. Et on a fait haza'a. Et l'eau a touché qu'une seule lame. Ou le rabot, ça n'a touché que le bois. Quel est le din au niveau de la haza'a? Kasher ou pas kasher pour les deux? C'est kasher que pour la partie touchée, que pour la partie mouillée. Mais quel est le din pour la partie qui n'est pas mouillée? Eh bien, elle n'est pas tahor. Pourquoi elle n'est pas tahor? Car il n'y a pas de tribour. Et pourquoi il n'y a pas de tribour? Parce qu'on n'est pas à Besha'at Melacha. Donc, chez l'eau Besha'at Melacha, si les deux parties étaient tamées, et j'ai besoin de faire haza'a aux deux, eh bien, il faut mouiller les deux séparément. Car maintenant, comme je ne travaille pas, les deux lames ont besoin de haza'a. Or, maintenant, elles sont séparées. Tu ne peux pas dire que l'eau qui a touché une lame va purifier l'autre lame. Car maintenant, puisqu'on ne travaille pas, c'est considéré comme deux lames différentes. L'eau qui a touché un keli n'a pas touché le deuxième keli. Ça, c'est shelo besha'at melacha. Ze adin minatora. Hachamim ont dit, eh bien, la haza'a, afilu besha'at melacha,
Normalement, on aurait dû dire que si ça a mouillé une lame, puisque la deuxième lame, elle fait partie intégrante des ciseaux avec lesquels on travaille, alors il est suffisant de mouiller Behemet une seule lame. Ça, c'est le digne de la Torah Behemet. Seulement, Hachamim ont eu peur que si tu vas lui permettre et tu vas lui dire, c'est bon, Beshaat Melacha, la Haza'a, ça marche, même sur une seule lame, il risque de s'autoriser de faire la Haza'a sur une seule lame, à Filou Shelo Beshaat Melacha. C'est pour ça que Hachamim ont fait une Gzera. Et ils ont dit Haza'a, toujours sur les deux lames, séparément. Tu mouilles cette lame et tu mouilles cette lame. Lo Meshane, Beshaat Melacha, Lo Beshaat Melacha, on fait une Gzera. Gzera, Beshaat Melacha, Atu, Eno, Beshaat Melacha. Je répète, Ve'al Haza'a, She Beshaat Melacha, Mishum Haza'a, Shelo Beshaat Melacha. Voilà, Rabotai, on a terminé le sujet de la Toum'a. Et maintenant, la Gemara revient au sujet principal de la Hatmana. On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait une liste de 5 éléments dans lesquels on n'a pas le droit de faire Hatmana. Peu importe que ce soit humide ou que ce soit sec.